Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine, comme d'habitude, on va faire le point sur les cryptos et notamment le Ripple qui prend son envol. Ça y est, le trade le plus controversé de l'année 2023. Je pense que je me suis fait tellement insulter dans les commentaires que je pense que ce sera le plus beau trade de l'année 2023, 2024, peut-être 2025, je n'en sais rien. Mais en tout cas, plus un trade est controversé et plus il a de chances de performer. C'est comme ça, hein, c'est la psychologie des foules. Si tout le monde est dans le même sens, c'est qu'il n'y a plus personne derrière pour venir changer d'avis et venir acheter. Deuxième chose, je vais vous faire quelque chose que je fais très rarement. Je vais utiliser les vagues d'Elliott pour vous faire une projection et une analyse du marché obligataire américain et notamment de ce qui pourrait se passer sur les taux d'intérêt. Donc, est-ce que la Fed va garder les taux d'intérêt à ce niveau-là, les remonter, les rebaisser, etc. Donc, je ferai un petit parallèle aussi avec ce qui s'est passé dans les années 70 pendant la grande crise inflationniste des années 70-80 avec Paul Volcker qui avait relevé les taux d'intérêt de manière stratosphérique par paliers. Et vous verrez comment les paliers se sont pas faits en ligne droite et comment est-ce qu'on peut se servir de ces cycles pour analyser ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux actuellement. Et enfin, comme d'hab, petite analyse rapide de l'or et des indices boursiers américains et européens parce que ça se passe bien en fait sur les marchés boursiers américains et européens malgré le catastrophisme ambiant qui en découle de tous les médias financiers. Tout ce qu'on voit là sur les graphes, ça suit son petit bout de chemin et c'est très positif. Donc c'est parti. Allez, on est parti pour l'analyse du Bitcoin cette semaine avec en hebdomadaire, vous le voyez, ce qu'on appelle un doji. Donc, les spéculateurs, les boursicoteurs qui voient un doji se disent « ça y est, c'est un top de marché, c'est fini, ça ne peut que baisser ». Alors ça, c'est des potentialités. Quand on voit un doji, c'est que potentiellement, on a un point d'inflexion qui se met en place ou une consolidation. Dans les marchés haussiers, quand on est très très fortement orienté à la hausse, ce genre de doji, c'est simplement, il peut y en avoir 5, 6, 7 d'affilée, ça fait un petit drapeau très 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 serré et c'est quelque chose d'extrêmement haussier, d'extrêmement bullish. Ça veut dire que simplement on a une contraction de la volatilité qui est extrême et que derrière quand on repart vers le nord, boum, ça explose et puis on a quelque chose de littéralement verticalisé quoi. Quand on est dans un marché baissier, on peut avoir effectivement ce genre de choses. La dynamique de fond est baissière, on a la consolidation, on a le doji, on est sur la résistance, le flux est baissier. Là on peut se dire ok, on a peut-être un point d'inflexion qui est en train de se mettre en place sur l'unité de temps inférieure. Voilà, s'il se met en place et que le pivot est cassé sur l'unité de temps inférieure, on peut éventuellement anticiper une baisse des cours. Mais là, pour le coup, on a changé de flux. Je vous rappelle, on est passé de marché baissier à marché en range à marché haussier. Là, on a validé la dynamique du potentiel bull market. Donc, naturellement, les doji, on ne va pas les interpréter de la même manière. Maintenant, ça va plutôt être des on cale, on stoppe, on respire. Ça ne va pas être on cale, on stoppe, on repart aux abîmes. Non, non, non. Là, c'est vraiment du on cale, on stoppe, on respire. Donc là, le scénario maintenant, on ne sait pas ce qui va arriver, mais c'est est-ce que on reste sur les niveaux ici où on flotte un petit peu dans l'espace là. Alors, je vais vous redessiner ça. Est-ce qu'on flotte sur les niveaux actuels ? Et on a vraiment un mouvement qui est extrêmement explosif, on va dire, sur du court terme. Quelque chose comme ça. Donc là, ça voudrait dire que on stabilise, on a ce qu'on appelle un petit drapeau et on casse vers le nord. Ou, au vu de la volatilité qu'on a eue, est-ce que on va chercher un petit peu plus bas, on réintègre, si vous voulez, la logique de la construction de cette grande pattern, parce qu'on avait fait un grand double creux, et rappelez-vous, on s'attendait davantage à ce qu'on ait quelque chose qui se contracte en termes de volatilité avant d'avoir un magnifique signal de prise de position sur le Bitcoin, à savoir le type de trade spéculatif que l'on recherche sur les actions quand on utilise des screeners, à savoir la fameuse micro-base avec les bandes de Bollinger qui sont extrêmement resserrées. Donc, je n'en sais rien. je ne suis pas Nostradamus, personne ne l'est. Mais en tout cas, l'image mentale des deux scénarios que je garde à l'esprit est soit on reste en mode on flotte dans l'espace ici, donc avec plein de petits doji ou des équivalents, et on casse.
soit on retrace un petit peu sur les, voilà, un petit peu en dessous le pivot, on latéralise et on casse ici. Donc ça, l'avenir nous le dira. On sera relativement bien fixé, je pense, au cours des 3 prochaines semaines. Si on a un petit drapeau et derrière, on pète vers le nord, ça voudra dire qu'on ira très rapidement chercher, de mon point de vue, la zone des 50 000 dollars sur le contrat futures en dollars Bitcoin. Donc sur l'Ether, Ethereum, c'est la même logique. Là, on s'est extrait de cette consolidation baissière alors même qu'on est en train d'entamer le tout début d'un nouveau bull market potentiel. Donc là, on va davantage s'attendre à une petite latéralisation, idéalement un beau petit drapeau. Et si la volatilité est un peu plus forte, on ira chercher un petit peu plus bas et on aura quelque chose avec une volatilité qui se calmera un petit peu plus loin dans le temps. Mais l'idée, encore une fois, l'image mentale à garder à l'esprit, c'est que maintenant, c'est une dynamique haussière qui est censée se lancer et se développer avec une verticalisation du momentum, à savoir, je vous rappelle, on est sur le marché des cryptos, donc le momentum, de manière générale, il n'est pas linéaire, il s'accélère. C'est quelque chose qui accélère au fil du marché haussier qui se met en place. Allez, petit point sur le Ripple qui est tellement controversé. Vous savez que plus un actif est controversé et polarisé, et le plus quand on utilise l'analyse graphique, l'analyse de la psychologie des foules et qu'on prend les signaux, on a de probabilités de faire des bons trades. C'est vraiment quelque chose qui revient systématiquement. Quand vous faites un trade qui est ultra controversé, c'est qu'en général, il paye beaucoup derrière. Donc bref, la semaine dernière, on avait donc le breakout. Là, cette semaine, boum, c'est validé. Donc là, on est en train de lancer la dynamique vers déjà la première résistance à 0,88. Et puis après, c'est le haut du triangle qui est en ligne de mire. La dynamique est lancée sur le Ripple pour au moins du très court terme, aller chercher le haut du triangle. Allez, très rapide point sur l'or. Donc on commence par l'or coté en euros. On est toujours sur cette résistance de ce magnifique triangle de continuation de marché haussier. On arrive vraiment sur la fin, donc comme je vous l'expliquais depuis pas mal de temps, l'idée maintenant, ça va être de consolider sur la résistance ici, puis de la casser. Et si on casse cette résistance, ça veut dire qu'on libère les chevaux, puisque depuis l'année 2022, on n'a fait que consolider. Et le cycle de fond est un cycle haussier sur une image de taux d'intérêt réel négatif à moyen terme. Donc voilà, moi je reste toujours très optimiste sur l'or tant qu'on est dans cette belle consolidation et qu'on travaille ce pivot. Alors pour information, avec la team, on est en train de travailler sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais communiquer dessus, mais en tout cas ce sera par email, en privé, d'ici la fin de l'année, voire plutôt peut-être début d'année 2024, on verra. Mais si vous voulez savoir de quoi il va s'agir, et ça, il n'y a rien qui a fuité, il n'y a que la team qui est au courant, eh bien, rejoignez simplement ma liste de contacts privés, le lien est en description. Vous pouvez vous désinscrire de cette liste à tout moment en allant tout en bas des emails que je vous envoie et en cliquant sur vous désinscrire. Sachez qu'en ce moment, je n'envoie pas de communication. Donc c'est normal si vous ne recevez pas les communications en dehors de la notification de la vidéo du samedi avec un petit message. Mais dès que ce nouveau projet, cette grande nouveauté sera mise en place, vous en serez averti au sein de cette newsletter privée. Alors idem pour l'or coté contre du dollar américain. Alors on peut s'amuser à soit tracer cette zone de résistance en prenant les mèches ici, en les reliant et en se disant voilà, elle est ici la zone où prendre les clôtures. Voilà, grosso modo, prendre les zones ici où c'est passé et faire une zone de pivot de résistance horizontale et se dire voilà, elle est ici, c'est ici le point de pivot. En réalité, vous l'avez compris, peu importe, l'idée ça va surtout être de voir cette consolidation se mettre en place dans cette zone-là, puis d'assister à un breakout. Donc là, de mon point de vue, comme je vous l'expliquais la semaine précédente, l'or côté
en dollars a un tout petit peu plus de marge de progression. Ça veut simplement dire que c'est un jeu entre l'euro et le dollar qui devrait se mettre en place, à savoir l'euro a un potentiel de rebond face au dollar à court terme qui est peut-être un petit peu plus fort que l'inverse. Mais en tout cas, du point de vue de l'or, on est vraiment sur... de mon point de vue, hein, vraiment, c'est la fin. On arrive sur une... Si on reste dans un bull market, hein, là, on arrive sur une maturation qui arrive à maturité. Hein, la fameuse maturation qui arrive à maturité. Donc, affaire à suivre, hein, mais l'année 2024 devrait nous réserver peut-être de très très belles surprises du côté des haussiers, alors même que là, tout le monde est en mode catastrophiste. Dans mon entourage, forcément, hein, les marchés sont déprimés depuis 1 an et demi. Tout le monde dit ah, la bourse, ça y est, c'est fini, à la cave. Le marché des cryptos à la cave. L'or à la cave. Les taux d'intérêt ne font qu'augmenter. Les obligations à la cave. Il n'y a que les matières premières qui peuvent monter avec l'inflation. Donc, quand on a vraiment un consensus qui devient extrêmement négatif, c'est là où, en général, il y a un déséquilibre qui est créé. Et il y a besoin de rééquilibrer quelque chose quand on va trop loin dans un excès, donc un excès de consensus négatif. En général, on va dire à plus ou moins court ou moyen terme, cet excès il a besoin de se rééquilibrer, voire de passer de l'autre côté, hein, du fil. Donc affaire à suivre. En tout cas, l'or, on reste dans notre scénario qu'on suit depuis des mois et des mois, voire des années maintenant. Allez, ça faisait très longtemps que je n'avais pas analysé le marché obligataire américain, donc on va prendre pour référence le 10 ans américain. Donc en gros, il évolue de manière divergente avec les taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt montent, le marché obligataire descend et inversement. Donc c'est un marché dont les cycles sont très très longs. Donc l'idée c'est de l'analyser davantage sur une unité de temps en trimestre et en mensuel pour avoir une vision qui soit relativement claire sans se prendre trop de bruit de marché. Donc vous le voyez en trimestriel, on arrive sur le bas de la bande de Bollinger trimestrielle. Donc ça signifie en principe qu'on arrive sur une zone de support. Et d'un point de vue chartiste, on peut aussi tracer c'est une certaine forme d'élargissement chartiste, donc c'est-à-dire une augmentation de la volatilité avec potentiellement des rebonds qui peuvent être relativement forts. Alors ça, c'est quelque chose que je vous avais tracé il y a pas mal de temps, mais voilà l'idée. Hein. En trimestriel, on arrive sur le bas ici. Potentiellement, on est sur une zone de support, on l'a vu d'un point de vue chartiste et d'un point de vue dynamique. Je vais descendre maintenant sur l'unité de temps inférieure. On va regarder en mensuel ce qui se passe. Hop. Et là, vous voyez qu'en mensuel, on a une séquence avec... Là, on avait une zone de support. Alors, en réalité, les supports comme ça, ici, on va dire horizontaux, on en avait un ici qui a été cassé, un ici qui a été cassé, un ici, vous le voyez, là, qui a été cassé. Donc, de mon point de vue, ça n'a pas trop de... Vaut mieux regarder ce qui se passe en trimestriel sur l'unité de temps supérieure que sur le mensuel. Sur le mensuel, on va davantage analyser la dynamique et vous verrez sur l'hebdomadaire, je vais carrément vous tracer, je vais utiliser les vagues d'Elliott pour vous tracer, pour vous donner une image mentale du cycle, de la potentialité encore que l'on a sur cette baisse actuelle. Donc là, on a clairement une séquence baissière, on a une belle consolidation ici. On a cassé par le dessus de la consolidation. Donc je me rappelle à l'époque, c'était est-ce qu'on est sur le support et on casse vers le haut ou pas? On a cassé vers le bas et vous voyez, on a descendu. D'un point de vue chartiste, on calcule les objectifs en prenant l'amplitude de la dernière hausse et on va la remettre en dessous. Alors, la plupart du temps, on prend ça non pas sur une échelle logarithmique, mais sur une échelle linéaire. Après, il y a plusieurs écoles qui s'affrontent là-dessus. Moi, je suis plutôt sur l'école échelle logarithmique parce que j'aime bien avoir des proportions gardées sur les pourcentages qui se mettent. Les pourcentages d'un actif, ça nous permet de mieux appréhender les potentialités en termes de pourcentage et non juste de nombre. Donc voilà, là, clairement, on a une belle séquence de baisse. On a cassé... Ici, ce triangle de continuation, on est sur l'objectif, je vous l'ai montré, l'objectif, hop, chartiste, on a fait exactement ce qu'on devait faire, on arrive sur un niveau chartiste. Donc maintenant, la question c'est, est-ce que la Fed va continuer dans les mois à venir à augmenter ses taux ou pas? On ne peut pas le savoir, mais au vu de la séquence baissière
qui s'est mise en place. Il y a de fortes probabilités pour qu'on arrive à une fin de cycle au moins, on va dire, sur 1 an et demi ou 2 ans, on arrive sur une fin d'augmentation des hausses de taux. Donc c'est-à-dire que peut-être que jusqu'à, on va dire, le milieu de l'année 2024, on peut continuer à avoir des augmentations de taux, mais après, ça va me sembler un petit peu plus compliqué pour les 2 ans qui vont arriver derrière, ou au moins pour l'année qui va arriver derrière. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de vous expliquer pourquoi, en utilisant les vagues d'Elliott, je vais simplement vous rappeler que dans les années 70, quand on a eu des vagues successives d'inflation sur le marché américain et Paul Volcker qui a augmenté les taux d'intérêt de manière stratosphérique littéralement, ça s'est pas fait en ligne droite. Il a augmenté les taux, boum, il a arrêté, il les a rediminués un petit peu, il a arrêté de les rediminuer, il les a augmentés bien plus que ce qui s'était arrêté, et ça a fait comme ça 3 vagues d'augmentation des taux. Mais entre ces 3 vagues d'augmentation des taux, il y a eu 2 vagues de baisse. 1, 2, et puis après, voilà. Donc là, l'idée, c'est un peu la même logique. On a eu une vague d'augmentation des taux. Potentiellement, cette vague d'augmentation des taux va commencer à s'arrêter et peut-être qu'on va diminuer, on va repartir sur je sais pas moi, du 4,80, du 4,50% sur les États-Unis, ce qui permettrait au marché obligataire de respirer, de consolider. Puis après, potentiellement, les taux d'intérêt vont à nouveau réaugmenter si l'inflation n'est pas canalisée, ce qui pourrait entraîner le marché obligataire à nouveau baisser. Mais vous voyez, là, on est vraiment dans une logique, dans une image mentale où on projette ce qui s'est passé dans les années 70 à notre situation actuelle. Et franchement, si on regarde la macroéconomie, c'est pas déconnant. Mais moi, mon but, c'est surtout de ne pas faire appel à la macroéconomie dans cette vidéo hebdo et d'analyser strictement que la psychologie des foules et les courbes. Et ça de manière à ce qu'on ait une image mentale à court et moyen terme. Donc, on va passer sur alors, je ne sais même pas si j'ai besoin de passer sur l'unité de temps inférieure pour vous faire les vagues d'Elliott, parce que sinon, ça va peut-être être un petit peu complexe. Allez, je vais rester sur du mensuel et je vais vous la faire directement là-dessus pour que vous compreniez l'idée. Donc, l'idée, c'est qu'on a eu une vague baissière, une vague de consolidation, une vague baissière, une vague de consolidation, et là on serait dans la dernière vague baissière. Les vagues d'Elliott évoluent toujours. Les vagues d'Elliott sont censées refléter la psychologie des foules, à savoir on a des séquences en 5 vagues, une vague impulsive, alors là pour le coup c'est baissière, une vague corrective, une deuxième vague impulsive qui est baissière, une vague corrective qui se fait la plupart du temps dans une consolidation qui est bien construite, un beau triangle, un beau drapeau, etc. Donc ça c'est toujours cette consolidation, celle qui précède la dernière vague, et ensuite la dernière vague de baisse. Donc vous voyez que là on a vraiment une séquence qui est très propre. 1, 2, 3, la troisième vague étant toujours la plus forte, 3, quatrième, très belle consolidation. 5, boum, on serait dans la cinquième. Donc l'idée maintenant, c'est d'aller décortiquer cette cinquième vague pour voir si on a touché le point bas ou pas. Donc là, je vais passer sur l'unité de temps inférieure, hop, en hebdomadaire, et on va aller analyser cette cinquième vague. Donc, on aurait ici une séquence avec une vague, 2, 3. Là, on serait en train de construire la consolidation de la dernière vague. Donc moi, je m'attends davantage à ce qu'on ait quelque chose. Donc même avant cette semaine de hausse, j'avais déjà tracé ça la semaine dernière. Donc voilà. Moi, la logique que j'attends, ça va davantage être quelque chose comme cela. À savoir, là, on est dans une petite consolidation. On redescend, on va taper la cinquième vague de la cinquième vague. Donc là, c'est une sous-vague. La cinquième sous-vague on l'a vu en mensuel, cette dernière grande vague. Donc ça laisse grosso modo à très court terme très peu d'amplitude au marché baissier sur le 10 ans. Après peut-être que mon comptage est mauvais et dans ce cas-là ça voudrait simplement dire que ça y est, on a touché le point bas ici, que là on n'est pas sur la troisième vague de la cinquième vague mais qu'on a pris déjà, on est déjà sur la cinquième vague de la cinquième vague et que le point bas
on y est déjà. Ça, moi, j'en sais rien. Je peux pas lire, j'ai pas de boule de cristal. L'interprétation des vagues d'Elliott, elle évolue en fonction de chaque opérateur. Hein. Chacun fait des décomptes différents qui arrivent à respecter les vagues d'Elliott. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué hein, de faire de l'héliotisme de mon point de vue. C'est très intéressant quand on a des cycles qui sont déjà bien engagés ou des cycles qui sont en train de s'engager pour voir où on en est dans le cycle. Mais si on n'est pas juste au début de manière très claire ou très proche de la fin, et on le voit parce que c'est une bulle avec, comme on avait un petit peu sur le Bitcoin l'année précédente, enfin le dernier bull market et le bull market d'avant, tant qu'on n'est pas vraiment très 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 avancé dans le cycle, c'est quand même très compliqué d'avoir une clairvoyance forte sur les vagues d'Elliott. Après, voilà, moi, c'est mon expérience personnelle. C'est pour ça que j'utilise très, très, très peu les vagues d'Elliott. J'utilise juste comme un outil complémentaire d'analyse. Et voilà, là, je le partageais avec vous pour vous communiquer mon image mentale sur le marché obligataire américain. De mon point de vue, soit on est déjà sur le point bas, soit on est très, très proche du point bas avant une stabilisation des taux d'intérêt, voire une détente des taux d'intérêt pour l'année 2024, ce qui permettrait au marché obligataire américain et probablement dans la lignée le marché obligataire européen de se détendre, on va dire, sur l'année 2024. Alors, analyse du SP500, très très belle semaine de hausse, vous la voyez en hebdomadaire ici, boum, on était parti d'un état correctif à, là en principe, on a défini un petit support. Donc je vous rappelle que l'image à long terme, puisque c'est très important de garder cette image à long terme, si on regarde que les fluctuations à très court terme, on est complètement perdu dans le brouillard, on va à droite, à gauche, on va dans tous les sens. Donc on va passer sur le mensuel. Et voilà, le mensuel, je vous rappelle qu'on est dans ce fabuleux bull market de l'ère digitale et que là, on est en train de construire, de latéraliser dans une tasse et potentiellement lance. Donc, si le bull market tient, on est en train de fabriquer là en dernière partie lance, donc c'est-à-dire c'est une baisse de la volatilité comparativement à ce qu'on a vécu pendant l'année 2022 avec donc voilà l'inflation, la guerre en Ukraine, la hausse des taux d'intérêt, etc. Donc là, on aurait digéré toute cette histoire, on serait en train de consolider le consensus avant enfin de pouvoir lâcher les chevaux. Donc vous voyez là, cette petite ellipse en verte, je vais faire un zoom dessus en hebdomadaire. Donc la semaine dernière, je vous expliquais qu'on était probablement reparti dans un état de range market, mais simplement on est sur la fin de ce range market et on serait éventuellement dans dans cette grande ellipse. Donc en train de construire un espèce de triangle chartiste. Donc je ne sais pas exactement où est le bas du triangle chartiste. Je ne sais pas si il est ici et on l'a atteint ou si ça va aller chercher un petit peu plus bas. En tout cas, à très court terme, ici, on a probablement un support qui a été trouvé et peut-être que ce triangle chartiste, il prendra ces allures-là avec un travail de cette zone de support avant de continuer sa latéralisation. Donc bref, le plus important là, c'est de garder à l'esprit qu'on est toujours dans cette grande latéralisation, que là, on arrive en principe sur la fin. Si l'état de bull market, l'image mentale qu'on a à moyen long terme reste plausible, si ce scénario est le bon, on devrait assister là à une consolidation, à une baisse de la volatilité au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et la séance de cette semaine, la hausse de cette semaine sur l'SP500 et de manière générale sur tous les indices boursiers, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, va dans ce sens-là. Donc voilà, notre image mentale n'a pas changé. On est toujours dans l'attente d'une espèce de consolidation ici sur les quelques prochaines semaines et prochains mois avant l'entrée du nouveau cycle haussier. Donc sur le Nasdaq, le scénario est exactement le même. On a une puissante semaine de hausse ici. Donc je ne sais pas si on va aller chercher le support ou si on a déjà établi un support et qu'on n'ira pas en dessous. En tout cas, la logique reste très très bonne, reste très plausible, à savoir on serait en train de latéraliser ici dans un triangle chartiste qui finaliserait, je vous le rappelle, sur du mensuel, cette énorme grande tasse avec lance ici. Donc là, on serait vraiment en train d'assister à une volatilité qui se contracte avant le nouveau bull market si on a le breakout qui se fait vers le nord. Et c'est le scénario le plus probable puisque, je vous le répète, mais on est toujours dans cet énorme marché haussier depuis la crise des subprimes. Marché haussier de l'ère digitale, de l'ère numérique qui continue de se propager. On est toujours dans ce paradigme-là.
Allez, analyse rapide du DAX, on arrive sur la zone de support. La semaine dernière, je vous expliquais qu'on avait une zone de support qui était identifiée juste en dessous de cette mèche basse. C'est une zone, donc si on prend les clôtures, on est dessus et cette semaine, on a eu le rebond. Alors, je ne sais pas si on ne va pas aller chercher un petit peu plus bas au cours des quelques prochaines semaines pour aller vraiment travailler voilà, cette zone-là. Mais en tout cas, on est dans une partie de ping-pong entre les gens du nord et les gens du sud. Donc là, la balle, elle arrive aux gens du sud et on devrait assister à un rebond au cours des prochains mois vers le haut de ce range. Et je vous rappelle que ce range que vous voyez ici, il s'inscrit dans un grand bull market. Donc je vous le mets en mensuel ici, le DAX. Vous voyez, il évolue en faisant des grandes marches. Alors, c'est pas quelque chose d'ultra directionnel. Vous voyez, à chaque fois, on a un espèce de grand triangle. Boum! Une hausse au-delà de ce triangle. Là, on a eu à nouveau un grand triangle. Petite hausse au-delà de ce triangle. Là, on a à nouveau un triangle qui est en train de se mettre en place. Et vous voyez qu'on assiste vraiment à quelque chose qui est, dont le momentum est relativement constant et prévisible. Donc, on n'est certainement pas dans un marché, de mon point de vue, qui est en ce qu'on appelle en surachat. Pourquoi? Parce que quand vous tracez cette cadence du momentum, si on prend le milieu, je vais vous le mettre en pointillé d'ailleurs. Hop. Certains appellent ça des droites de régression linéaire, etc. Peu importe. L'idée, c'est de se dire, là, si au milieu, on est correctement pricé dans cette zone en pointillé sur le long terme, ça veut dire que tout ce qui est en dessous, on est, entre guillemets, c'est pas cher. Et tout ce qui est au-dessus, attention, on commence à être cher ou ça peut même partir sur un état de bulle. Donc là, pour le moment, on est toujours dans une zone où c'est pas cher. On a la volatilité qui se contracte en mensuel. Et donc, si on assiste à un breakout ici, on pourra assez aisément aller en zone de surachat, voire en zone de bulle au cours des prochaines années. En tout cas, c'est ce que l'analyse du momentum, de la vitesse du momentum et des cycles nous propose comme interprétation. Et sur l'indice CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, on a eu, comme sur tout l'ensemble de la cote, une belle semaine de hausse. Alors, de mon point de vue, la zone de support est ici, la zone d'excès baissière est ici. Donc voilà, je ne sais pas si on va aller rechercher ou pas pour de vrai cette zone, sinon ça voudrait dire qu'on a un espèce de triangle qui se met en place comme ceci. Et si ce n'est pas le cas, eh bien ce sera davantage un range. Donc voilà, on est toujours dans cet état de range sur fond de bull market. Vous le voyez ici, depuis la crise Covid, ici, on est dans ce beau canal de hausse. On est censé être sur une zone, on va dire sur le moyen terme, où on est absolument pas en surachat, on n'est absolument pas en bulle. Et si je vous mets l'image à beaucoup plus long terme, là, on est quand même pricé relativement cher, mais vous le voyez, le canal en dur ici, il nous fait prendre conscience qu'on a encore un petit peu de marge pour les excès. Et ça devrait se mettre en marche. Si le marché haussier se met en place sur le marché américain, le DAX, on l'a vu, est bien moins suracheté sur le long terme que le marché français. Donc voilà, si toute cette dynamique se met en place pendant l'année 2024, de mon point de vue, le CAC 40 pourra aller chercher aisément le haut de ce canal. Donc bien entendu, tout ça, c'est si le scénario tient sur le marché américain et européen, à savoir, on continue à contracter la volatilité pendant quelques semaines, voire quelques mois, et on casse vers le nord. Et dernier petit rappel, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma liste de diffusion privée, le lien est en description. C'est par ce moyen-là que je diffuse tout ce que je ne peux pas diffuser via la vidéo YouTube du samedi. Donc il y a des moments dans l'année où je vous parle de choses dont je ne parle pas dans la vidéo hebdo du samedi. Il y a des moments dans l'année où je n'envoie rien, comme c'est le cas en ce moment. Et il y a des moments dans l'année où je vous envoie des emails. Et sachez que vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Ce n'est pas du spam. Voilà. Allez, bonne semaine à tous.